Bonjour. En fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des ententes qu'il y a eu entre les émissaires, le ministre des Relations extérieures, des Affaires étrangères de la Russie et aussi du secrétaire d'État des États-Unis, qui s'est passé le 18 février 2025 en Arabie Saoudite. Mais avant ça, on va d'abord comprendre un peu cette guerre en Ukraine. Combien de morts y a-t-il eu? Combien de pertes en vies humaines ou de blessés y a-t-il eu? Aujourd'hui, on va parler uniquement du côté ukrainien. Certains ont dit le président Zelensky, c'est un va-t-en-guerre. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Le président Zelensky, c'est quelqu'un il est prêt à amener son peuple n'importe où. Il a créé le couloir de la mort. On force les jeunes à s'enrôler pour aller faire la guerre, alors que ceux-ci ne veulent même pas. Il savait qu'il devait perdre la guerre. Il le savait. Mais trompé par l'Union européenne. Quel est cet orgueil de vouloir absolument entrer à l'OTAN, de vouloir entrer absolument à l'Union européenne, prêt à sacrifier des vies humaines, de très grandes quantités de vies pour uniquement entrer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons donc voir le nombre de morts qu'il y a eu du côté ukrainien. On va aussi voir au niveau pour la fin de la guerre, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce que ces gens ont décidé, ces deux émissaires, celui venant des États-Unis, secrétaire d'État, et celui venant de la Russie, ministre des Affaires étrangères. Voilà, donc on commence donc immédiatement. Dans un premier temps, en ce qui concerne les pertes en vies humaines au niveau de l'Ukraine, nous allons parler dans un premier temps des pertes militaires. L'Ukraine dit qu'il y a eu 43 000 morts pendant la guerre, depuis février 2022 jusqu'en décembre 2024. Mais nous savons tous que cela ne peut pas être vrai, que cela ne peut pas être une vérité, dans la mesure où il est difficile, et il est très difficile en temps de guerre de compter tous les morts. Et puis l'Ukraine aussi ne peut pas dire la vérité, le nombre exact, le chiffre exact de morts qu'il y a eu. Ils ne peuvent pas dire la vérité, dans la mesure où ça peut baisser le moral des troupes, ça peut pousser d'autres personnes à vouloir fuir absolument, d'être en l'ordre, de vouloir fuir la guerre. Et ça peut aussi pousser la population à faire une révolte, à faire une rébellion contre lui. L'estimation ukrainienne, c'est 43 000 morts. Maintenant, on va voir une autre estimation. C'est l'estimation américaine. Les Américains pensent que pendant cette guerre en Ukraine, il y a eu au bas mot. En août 2023, ils ont parlé de près de 70 000 morts. Plus de 70 000 morts. Et on était encore en 2023. Ça, c'est l'estimation américaine concernant la guerre en Ukraine. Et vous voyez, ça, ce n'est qu'une estimation. De la vérité encore loin. Donc, on peut parler peut-être au bas mot, peut-être autour de 100 000. Ça, ce sont uniquement en ce qui concerne les soldats. Et on sait que il est difficile ici de vraiment compter, dans la mesure où l'enrôlement se fait et la formation. Il y a des soldats qui font une formation de 2 jours et qui sont directement envoyés en guerre. Donc ils ne savent que tirer. En dehors de tirer, ils ne savent rien d'autre. Ils ne savent rien faire d'autre en dehors de tirer. Voilà donc l'estimation américaine est à 70 000 pertes en vies humaines en ce qui concerne les soldats ukrainiens. Troisième estimation, c'est l'estimation des UALOS Project. UALOS Project, donc c'est un projet considéré comme fiable par plusieurs médias. Et ici, eux, ils parlent de plus de 65 000 morts. Vous voyez, les États-Unis parlent de 70 000, eux, ils parlent de 65 000 morts. Alors que les Russes sont à 43 000, les Ukrainiens sont à 43 000. Ça, c'est en fait en ce qui concerne une faible estimation, une petite estimation des pertes en vies humaines en ce qui concerne les soldats ukrainiens. Maintenant, en ce qui concerne les pertes civiles, que pouvons-nous dire en ce qui concerne les pertes civiles? Donc, on va dire, en ce qui concerne les pertes civiles, bon, ici, il faut savoir que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les Américains ont estimé entre 100 000 et 120 000 blessés
en ce qui concerne les soldats, entre 100 000 et 120 000 blessés. Bon, jusqu'à ce ne sont que des estimations, parce que la vérité n'est pas encore connue jusqu'à présent. Et il sera difficile vraiment de connaître la vérité. Maintenant, les pertes en vie en ce qui concerne les civils, il y a le Haut Commissariat des États-Unis aux droits de l'homme, HCDH, qui a vérifié plus de 30 000 victimes. Et sur les 30 000 victimes, on a près de 11 000 qui sont décédés et près de 20 000, 20 200, 22 000 plutôt, plus de 22 000 blessés. Ça, c'est depuis février 2022, depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc voilà, par exemple, et aujourd'hui, il est question donc de négocier la fin de la guerre, de négocier la fin des hostilités. Et c'est donc la raison pour laquelle Donald Trump, président américain, a causé pendant plus d'une heure 30 avec son homologue russe, Vladimir Poutine, président de la Russie. Ils ont dialogué pendant près de 1h30 minutes pour décider de comment ils devraient faire pour pouvoir arrêter cette guerre. Et c'est une guerre qu'il ne faut pas arrêter n'importe comment. Il faut une entente. Et c'est la raison donc pour laquelle son ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire le ministre américain, ce qu'on appelle chez eux, secrétaire d'État. Secrétaire d'État sont retrouvés à Riyad, en Arabie Saoudite, pour discuter de la normalisation des relations entre d'abord les deux pays, entre les États-Unis. Vous savez que les relations entre les États-Unis et la Russie n'étaient pas, les deux n'étaient pas en bon terme. Et même pendant la guerre, pendant que Joe Biden était président des États-Unis, il n'y avait pas une entente entre les Américains et la Russie. Et vous savez que Donald Trump avait dit avant les élections qu'il était un admirateur de Vladimir Poutine. C'est la raison donc pour laquelle il avait promis aux Américains qu'ils devaient régler ce problème, cette guerre-là, juste après son accession au pouvoir. Et il a commencé très tôt à résoudre ce problème, parce qu'aujourd'hui nous sommes en février. Or, il n'a prêté seulement que le 20 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 19 février, donc un mois plus tard, presque un mois plus tard, il est déjà en plein fouet, en pleine immersion dans la résolution du conflit. D'abord, au niveau de la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie, pour la résolution des conflits. Et pour le moment, il a commencé par un conflit bien particulier, celui de l'Ukraine. Et c'est donc la raison pour laquelle à Riyad, en Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain s'est rencontré avec eux et s'est rencontré avec son collègue. Donc, c'est Marco Rubio. Et le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères russe, qui est Sergei Lavrov. Et maintenant, ils ont convenu de nommer une équipe ou des équipes pour la négociation à un niveau, à très haut niveau, et pour travailler sur une issue durable et acceptable pour le conflit en Ukraine. Ils ont aussi décidé d'établir un mécanisme de consultation pour régler les contentieux entre les deux pays. Voilà ce qu'ils ont. Et puis maintenant, Zelensky s'est levé et a critiqué, le président Zelensky, c'est-à-dire le président ukrainien, s'est levé et a critiqué donc cette réunion qui a eu lieu à son absence. Comment se fait-il qu'un des belligérants ne fait pas partie de la réunion qu'il y a pour pouvoir résoudre le conflit qui le concerne? Et Zelensky a dit qu'il faut que ça soit une résolution équitable et qu'il faut absolument la présence du Royaume-Uni et de l'Union européenne. C'est ce que Zelensky a dit, qu'il ne comprend pas cette réunion qui a eu lieu sans lui. Et n'oublions pas que au début de la guerre, déjà en février, lorsque la guerre commence en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine demande aux militaires de prendre le pouvoir en Ukraine pour arrêter la guerre. Mais ceux-ci n'ont pas obtempéré. Et voilà par exemple des milliers et des milliers de morts, presque 100 000 morts.
plus de 50 000 morts, donc on peut dire presque 100 000 morts. Et par ailleurs, les USA ont souligné que toutes les parties devront faire des concessions pour parvenir à un accord durable et équitable, incluant les discussions sur les territoires et les garanties de sécurité. Voilà ce qu'a précisé le secrétaire d'État à la défense américaine. Pas à la défense, le secrétaire d'État a dit le ministre des Relations extérieures, des Affaires étrangères américain. Bon, pour ceux qui veulent son nom c'est Marco Rubio. Donc voilà par exemple. Et des personnes ont dit que ces conflits en Ukraine a déjà trop duré. Et aujourd'hui par exemple, est-ce que l'Union européenne va faire partie du conflit? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir, la France et tous les pays de l'Union européenne qui ont financé. En fait, ici, tout ce que l'Ukraine avait demandé pour la résolution du conflit, c'est maintenant que les négociations vont effectivement bien commencer. Et on sait quelles sont les demandes de l'Ukraine. Les demandes de l'Ukraine sont l'abandon des territoires occupés par la Russie et par exemple, qu'on revienne aux limites de 1991 lors de la dislocation de l'URSS, que par exemple les prisonniers de guerre, que par exemple qu'il y ait réparation de guerre, c'est-à-dire que la Russie puisse payer pour tout ce qu'il a détruit, c'est-à-dire reconstruire l'Ukraine. Troisièmement, l'Ukraine demandait aussi que c'est-à-dire ceux qui ont commis des exactions, les criminels de guerre, soient sévèrement punis par la loi internationale. C'est-à-dire que tous ceux qui doivent, donc les dignitaires russes, soient traduits dans une cour pour être punis et soient condamnés. Voilà les réclamations de l'Ukraine. Or, la Russie, par rapport à elle, les conditions sont simples. Les territoires occupés, la Crimée, le Donbass, ne seront plus libérés. Et d'autres territoires qui sont occupés. Ils ont dit, il faut que l'Ukraine oublie. Donc, il y a la Crimée. Et vous savez qu'au niveau de la Crimée, il y a la mer Noire. Le port avec la mer Noire. Vraiment, la Russie a besoin de ce port-là. Et pour l'Union européenne, ce qu'il faut savoir, je ne veux pas continuer, mais il faut savoir que pour l'Union européenne et les autres pays du monde, ils s'inquiètent. Dans la mesure où ce nouveau positionnement de la Russie, si on laisse la Russie faire, c'est donc comme ça qu'ils pourront étendre leur territoire, ils pourront chercher à étendre leur territoire et chercher aussi, et que par exemple la Chine va aussi chercher à occuper d'autres territoires, et c'est comme ça qu'on aura par exemple des occupations interminables de grandes puissances. Et on aura aussi la balkanisation des pays qui sont faits. Donc voilà par exemple ce qui fait peur. Mais on sait que derrière ça, ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison est autre. Parce que dernièrement, Zelensky a proposé aux États-Unis de leur vendre, de leur donner leur tête noire, étant donné que les États-Unis réclament déjà leur argent. Les dépenses qu'ils ont fait pendant la guerre en Ukraine, les États-Unis demandent qu'on les rembourse, que l'Ukraine les rembourse déjà leur argent. Et c'est une façon de mettre l'Ukraine, de mettre la pression sur l'Ukraine, de conditionner l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse arrêter la guerre, pour que l'Ukraine puisse capituler. Et là, par exemple, ça va permettre maintenant aussi à la Russie de se positionner comme le meilleur gagnant et de pouvoir négocier plus simplement et plus facilement. On se voit prochainement, Inch'Allah.